Et c'est Tipar pour le deuxième épisode de Pas si rose, le podcast éphémère sur la vie toulousaine. Car entre banderoles du pain et des roses, drapeau LGBTQI+, étendard anarchiste, gilet jaune et j'en oublie sûrement, la ville rose m'en fait voir tous les jours de toutes les couleurs. Ici on gratte, on racle, on arrache, on casse les briques de façade pour voir ce qu'on y trouve derrière. Et aujourd'hui on va parler Muséum de Toulouse, couleurs, rapport de domination et bien plus encore en compagnie d'une invitée. Salut Anna. Salut. Tu es toulousaine depuis de nombreuses années. Depuis même toujours, à vrai dire, je suis née à Toulouse. Ah ouais, depuis toujours, ok, ça met la pression. Tu es titulaire d'une licence en philo et en anthropo et d'un master dont l'intitulé est Parcours anthropologique, social et historique. Est-ce que tu peux le résumer en une ou deux phrases ? C'est un master de recherche en anthropologie, donc on va utiliser une méthodologie anthropologique et donc on va faire un terrain qui va durer la moitié de l'année. Donc le master est sur 2 ans et sur ces 2 ans-là, il y a à chaque fois un semestre où on part sur notre terrain et après on fait une étude sur ce terrain-là et on en sort un mémoire anthropologique. Ok, c'est pour aborder on va dire plus le côté scientifique de la chose, études etc. qu'il y a derrière, donc toute une partie on va dire sur le terrain, une partie théorique, mais aussi vu qu'on parle du muséum, tu bosses depuis 5 ans au muséum. C'est un travail étudiant, donc c'est en mi-temps, donc je le fais en même temps que mes études depuis le début de mes études quasiment, et donc c'est un travail de médiation scientifique et culturelle, donc globalement c'est de la vulgarisation, c'est être guide, faire des visites et accompagner les gens dans le muséum. Ça va être plus pour le côté comment ça se fait, ça se pratique aujourd'hui le muséum. Et du coup, pour aller plus loin, tu parlais de ce côté transmission et vulgarisation, mais tu as aussi été amené à bosser pour des assos ou une asso, je sais plus trop, d'éducation populaire avec des plus jeunes, où il y avait aussi cette notion de transmettre, vulgariser. Donc il y a le contenu scientifique, mais comment on en fait quelque chose. Oui, et en fait, il faut savoir que la moitié du public qui vient au muséum, ce sont des enfants avec leur école, avec leur classe, mais aussi avec leur famille. Et donc, c'est un public qu'il faut savoir accueillir et avec lequel on va faire tout un panel d'activités différentes. Ok. Maintenant, pour te présenter, je vais te demander 3 mots qui, pour toi, définissent Toulouse, ou en tout cas ta vision de Toulouse. Culturelle, militante et gentrification. Alors, gentrification, est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin ? Ces dernières années à Toulouse, il y a eu une démarche de gentrification, c'est-à-dire de prendre des quartiers plus populaires, plus excentrés, mais qui peuvent être dans le centre-ville de Toulouse et d'en faire des quartiers bobos, bourgeois, avec des petits commerces, etc. Petit lien avec l'épisode d'avant sur la politique de Moudinque et l'accès aux piscines, c'est à peu près la même chose. Avant donc du coup d'aborder ça, le sujet du muséum, je vais me permettre de revenir sur 2 points. La première des choses, c'est qu'on va peut parler finalement de racisme, voilà, avec le mot tel quel, et on va plus aborder les rapports de domination qui peuvent être raciales, qui peuvent être économiques, qui peuvent être culturels, qui peuvent être institutionnels et qui peuvent être juste d'un individu sur un individu ou d'un groupe sur un groupe. Oui, tout à fait. Et ensuite, sur la question justement celle-là du racisme, le muséum de Toulouse s'est construit, donc c'est-à-dire ses collections en effet ont été construites à une époque où la France était un empire colonial. Il y a eu une spoliation des terres et donc une spoliation des biens. Ce qui fait que oui, on peut trouver aujourd'hui, et on trouve même énormément de choses au muséum, qui proviennent des anciennes colonies françaises. On peut trouver des étriers des chasses des îles Marquises, un masque kanak de 1878, donc la Kanaky, Nouvelle-Calédonie, colonisée en 1853. En 1931, l'exposition coloniale de Paris, donc c'est-à-dire on prend des enclos, on met des kanaks dedans, on leur met des petites huttes. 1988, la prise d'otage de la grotte d'Ouvéa, donc voilà, il y a énormément de choses. Et même pour aller plus loin, 1881, une dague de bras qui vient d'Algérie, et l'Algérie, pareil, en résumé, de 1830 à 1850, c'est un tiers de la population qui est vouée à disparaître, 132 ans d'occupation derrière, la guerre d'Algérie, en métropole, le 17 octobre 1961, les ratonnades, la liste est très longue, et il y a encore énormément de choses, mais le but, malgré tout ça, ça va pas être de démonter le muséum pendant 1h30, parce que déjà, c'est un des rares lieux dans Toulouse où on peut faire quelque chose pour moins de 10 €, et où il n'y a pas que de la gentrification, donc ça fait plaisir, de pas forcément aborder la question... Est-ce qu'il y a besoin de réparation de la part du muséum de toutes ces œuvres volées, pillées ? Est-ce qu'il y a besoin de reconnaissance ? Parce que ça, c'est tourné uniquement sur les colonisés. Et donc, il va falloir réparer pour les colonisés. Mais ça n'attaque pas le sujet sur, structurellement, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Comment on peut faire en sorte de ne pas reproduire ça ? Donc, première question, comment, au muséum de Toulouse, on peut déconstruire ce rapport colonial, en tout cas ce rapport de domination ? Comment on peut faire en sorte de ne pas le reproduire ?
Alors, c'est un peu compliqué. Effectivement, il y a eu une histoire autour du muséum et tu l'as dit au début de comment les objets ont été acquéris et à quelle époque et dans quel contexte historique et donc colonial. Et ces objets, enfin, cette réquisition des objets, elle va pour l'espace ethnographique du muséum, donc l'espace où il y a des objets qui appartiennent à différentes cultures humaines, mais aussi pour les espaces où il y a les animaux, où on voit notamment la baleine qui a été récupérée sur une plage à Alger, mais pendant l'Algérie française, et donc on a pu la récupérer à ce moment-là. Ça fait vraiment partie de l'histoire de la réquisition des objets, d'avoir des objets qui en fait appartiennent à d'autres cultures, à d'autres pays. Après, aujourd'hui, clairement, il y a des nouvelles lois. Il y a des nouvelles lois sur comment on peut récupérer des peaux de girafes, des peaux d'animaux, des animaux. Et donc, ça va être toutes les lois contre le braconnage. Et donc, on va essayer de récupérer des espèces qui sont mortes dans des réserves naturelles et donc on va récupérer seulement leur peau. Il y a toutes ces lois-là. Il y a bien sûr, aujourd'hui, on peut plus aller dans un pays et récupérer simplement un objet et le ramener, ça se fait plus comme ça. Mais en fait, aujourd'hui, effectivement, il y a des centaines de milliers d'objets dans le muséum qui appartiennent à d'autres cultures. Il faut savoir que au muséum, il y a environ 6000 objets exposés. Dans les réserves, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Les réserves du muséum, elles sont dans le sous-sol et elles sont aussi dans des grands hangars à l'extérieur de Toulouse où il y a des milliers d'objets. Et dans ces milliers d'objets, il y a clairement des objets qui appartiennent à plein de cultures différentes. Ce qui pose la question de la restitution. La question de la restitution, aujourd'hui, elle est mise en avant notamment dans plusieurs muséums, mais elle est pas complètement réglée. En fait, on a beau en parler, c'est une question morale, c'est une question d'éthique, c'est pas pour autant qu'on rend les objets aujourd'hui. Par exemple, l'année dernière, ou il y a 2 ans, il y a eu au British Museum, il y avait un moai qui est exposé. Les moai, c'est les grandes statues qui sont sur l'île de Pâques. Ce moai-là avait été ramené en Angleterre et donc exposé depuis des années au British Museum. Et les Pasquans, donc les habitants de l'île, qui aujourd'hui sont dans une démarche de réappropriation de leur culture, etc., ont fait la demande de récupérer leur moai. Et donc, ils ont fait cette demande-là. Ça a été institutionnellement demandé par le gouvernement pour que ce moai leur revienne. Et pour autant, ça n'a pas été fait. Et donc ça, c'est une vraie question actuelle de comment on rend les objets, pourquoi on les rend. Il y a la question aussi de la conservation, où il y a encore cette prétention occidentale de penser que si on rend les objets ne seront pas bien conservés, notamment pour tous les objets qui viennent d'Afrique. Aujourd'hui, cette question-là, elle est, en fait, on peut complètement y mettre un stop, puisqu'au Sénégal vient d'être construit un musée avec toutes les dernières normes de conservation où on pourrait justement en fait leur ramener leurs objets qu'on détient depuis des années. Mais en fait, même si de l'autre côté il y a des demandes qui sont claires, nettes, et même des musées, des institutions qui sont mis en place pour bien conserver les objets, c'est pas pour autant qu'on les rend. Donc c'est une vraie problématique. La raison pour laquelle on les rend pas, c'est la question de la propriété, à qui appartiennent ces objets aujourd'hui. Les directeurs et directrices de musées utilisent beaucoup l'exemple de « Ah, mais comme ça permet aux personnes qui sont ici de voir aussi des objets qu'ils n'auraient jamais eu l'occasion de voir ailleurs. » Donc ça fait aussi partie un peu des excuses des personnes qui y travaillent. Après, aujourd'hui, il y a aussi plein de choses qui sont faites pour un peu remettre en question ça. Déjà, on en parle, on en parle aux personnes qui viennent visiter, les médiateurs et médiatrices discutent de ça. Et dans la conservation, bien sûr, quand les personnes, la conservation, donc c'est les personnes qui sont en charge de conserver les objets, mais aussi de ramener des objets, de pouvoir les mettre en forme pour les exposer. Par exemple, l'ethnologue du muséum, donc l'anthropologue, quand elle va faire ses missions, quand elle va au Brésil, elle ramène pas n'importe quel objet. Maintenant, elle fait complètement en sorte d'avoir une sorte d'éthique sur ce qu'elle ramène. C'est souvent des choses qu'elle va acheter ou quoi. Enfin, ça va pas juste être pris pour être exposé directement. Donc, il y a quand même cette démarche-là de sensibiliser auprès du public, auprès des personnes qui y travaillent. Et dans ce côté où tu disais l'ethnologue ou l'anthropologue qui va directement sur le terrain pour faire des études, moi je me posais la question, et je crois que dans ton parcours, du coup, si tu as été en master, ça a dû t'arriver aussi,
comment tu peux aller dans un autre pays, du coup, faire des études sans, pareil, avec la même question, éviter de tomber dans ces rapports de domination qui peuvent être de ton fait pour ce que tu fais, ou qui peuvent être aussi à l'inverse du fait de ce que tu représentes, où je me dis, bah, j'ai beau mettre toutes les bonnes intentions et les bonnes formes, je sais pas, derrière, quand je vais faire une prise de parole à tel endroit, et bah, je reste un homme blanc de plus de 30 ans, et donc du coup, ça va renvoyer quelque chose, même si à mon niveau, je vais essayer d'y faire attention. Du coup, comment ça se fait sur le terrain? Comment... Non, bah, c'est une vraie question que je me pose actuellement et notamment moi par rapport à mon terrain. Donc je travaille en plus en Afrique et donc avec toute l'histoire autour de l'Afrique. Et en fait, arriver sur le terrain pour faire des études sur des personnes et notamment en tant que personne qui vient d'Europe, etc. Ben en fait c'est déjà une posture de domination complète et qui est hyper dure de déconstruire et qui met très mal à l'aise sur le terrain. Après quand on est sur le terrain, donc on est avec les personnes, on vit là-bas, on échange là-bas, donc en fait les choses se déconstruisent petit à petit, mais il n'empêche que en fait c'est une vraie problématique. Ben l'anthropologie c'est aussi en fait aller étudier les autres. En fait, aujourd'hui, c'est aussi étudié ici en anthropologie, c'est plus une méthode qu'autre chose. Mais en fait, c'est compliqué de pas avoir ces postures-là de domination quand on va étudier les autres, et notamment quand on est blanc et qu'on va étudier des noirs, ou même quand l'ethnologue du muséum va au Brésil étudier les personnes et les peuples qui vivent là-bas, ça déclenche forcément quelque chose par rapport à notre passé et notre histoire coloniale, et ça c'est une évidence. En fait, c'est sûr que l'anthropologie, c'est une sorte de petite fille du colonialisme, c'est une évidence. Aujourd'hui, l'université, elle a essayé de s'éloigner de ça, notamment en s'éloignant des objets et en faisant vraiment des études sur les personnes, comment les personnes vivent. En fait, au muséum, on a vraiment, notamment au muséum de Toulouse, malgré les efforts de l'ethnologue qui, elle, a vraiment envie de changer les choses, on a une vision de l'anthropologie qui est vraiment de l'ordre du 19e siècle, avec cette idée de garder et préserver des objets pour conserver des cultures. Souvent, le directeur du muséum, qui est paléontologue, donc qui a jamais fait d'anthropologie, il a un discours vraiment très limite quand il parle des collections ethnographiques du muséum. Il dit que c'est une manière de conserver les sociétés qui sont en train d'évoluer ailleurs. En fait, c'est pas ça l'anthropologie. L'anthropologie, c'est pas je garde des objets pour montrer comment c'était avant. L'anthropologie, c'est continuer à regarder comment les autres fonctionnent et évoluent avec ce monde globalisé qui est partout, avec cette technologie qui est partout. Et en fait, ces sociétés-là, elles sont pas dénaturées. En fait, on a toujours envie de les exotiser, puisque de les penser. Ah, clairement, la notion d'exotisme là-dedans, moi, elle revient tout le temps. Ah ouais, on a tout le temps envie de les exotiser. Et en fait, aujourd'hui, dans l'anthropologie, à l'université, en tout cas, au contraire, on n'essaye pas d'exotiser les personnes avec qui on va vivre sur notre terrain ou qu'on va observer, mais plutôt on essaye de voir comment elles vivent réellement aujourd'hui dans le monde dans lequel elles évoluent. Et en fait, on n'essaie pas juste de les cristalliser dans un monde idéal comme on peut l'imaginer, quoi. Pour du coup revenir et rebondir sur ce que tu disais là, sur ce côté les œuvres, essayer de sauvegarder cet exotisme et de ne pas corrompre. Tu parlais du directeur du muséum. Ça me fait plaisir d'un certain côté que tu dises « Ah, mais il y a des propos qui des fois sont limites ». Il y a une conférence qui est disponible sur Internet, qui est assez longue, qui est sur l'histoire du muséum de Toulouse, et qui du coup est très, très riche, mais effectivement, des fois, il y a des petites sorties, tu vois, où genre, ça parle de telle découverte, et il y a vraiment ce côté, genre à un moment, la citation, c'est « Nous avons été les premiers, avant les Américains, à découvrir l'Antarctique et à y mettre le pied », et où pour moi, ça rend vraiment le côté « On va découvrir la non-blanchité, le non-occident ». Du coup, au muséum, malgré là ce qu'on dit sur le directeur, quand il y a des choses exposées, c'est quasiment jamais exposé de manière géographique, comme il peut y avoir dans d'autres muséums ou dans d'autres musées. C'est pas genre l'Océanie, l'Afrique. Il y a plus ce côté, on cherche à faire ressortir les similitudes, du coup on va les mettre par thématique. Il y a, je sais pas, se déplacer, se nourrir, etc. Mais dans tout ça, j'ai pas vu d'objets, de choses exposées de culture européenne. Je voulais que tu m'expliques pourquoi et qu'est-ce que ça traduit selon toi. Alors, effectivement, la salle ethnographique du muséum s'appelle Grande Fonction. Donc, en fait, elle définit 5 grandes fonctions de l'ordre du vivant. Et donc, ça, c'est quelque chose assez particulier. Ça a été un choix assez particulier du muséum, puisque au lieu de faire une salle ethnographique claire avec seulement des objets de différentes cultures, c'est une salle où, en fait, on retrouve
des objets, des animaux, des plantes, et on retrouve des humains et des objets enfin pas des humains, des objets de différentes cultures. Et donc ça, c'est l'envie en fait de pas exclure l'humain de la nature, mais de le considérer dans la nature, et donc de trouver des points communs entre des plantes et des comportements de plantes et des comportements humains, et donc de mettre dans le même espace une parade nuptiale et un objet qui renvoie de l'ordre de la séduction, pour montrer qu'il y a des similitudes. Donc ça, c'est un choix qui a été fait. Aujourd'hui, quand même, ce choix, il est vraiment à remettre en question, surtout que c'est pas du tout notre manière d'appréhender le monde, hein. Dans notre société à nous, on a vraiment cette idée-là en fait, d'un côté il y a la nature et de l'autre il y a la culture. Dans d'autres endroits dans le monde, ça peut être complètement différent, hein. Par exemple, en Amazonie, on fait pas de distinction entre culture et nature, entre humain et non humain. Ça fait partie du même grand cercle. Mais nous, dans notre société, pour le coup, et dans nos musées, c'est clair et net qu'il y a une distinction. Et là, le musée a voulu être un peu innovant en ne mettant pas de distinction et en faisant que des grandes fonctions. Le problème, c'est que en fait, ça en reste très exotisant. Donc, on va montrer que des cultures qui ne sont pas la nôtre, qui sont très éloignées de la nôtre. Et il y a ces images, je sais pas si tu les as vues, mais quand en fait chaque grande fonction, et il y a un panneau avec une personne qui fait des danses un peu magnifique, un peu bizarres, et voilà. Et donc ça, c'est vraiment une problématique, puisqu'en fait ça renvoie à une image très éloignée de notre manière de fonctionner, donc des personnes qui se roulent par terre, qui font des roulades, qui se jettent par terre, etc. Et donc ça c'est une vraie problématique. Après, effectivement, je sais pas pourquoi il n'y a pas d'objet européen, parce que en fait, au 19e siècle, on considérait pas l'anthropologie comme pouvant être une étude de notre société. Aujourd'hui, il y a plein d'anthropologues qui travaillent en France sur des personnes, sur des communautés, et donc en fait, ça fonctionne plus comme ça. Mais là, pour le coup, vraiment, on va juste parler des autres. Et il y a aussi un problème dans la muséographie, un autre problème dans la muséographie, je sais pas si tu as vu, dans le parcours du muséum. En fait, on passe par une salle qui parle de préhistoire, et juste après, on passe à une salle qui parle d'ethnographie, et donc d'ethnologie aujourd'hui. Et en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de marquage qui dit qu'on passe d'une salle à l'autre. Et en fait, ça crée une vraie problématique, c'est que les visiteurs, quand ils sont pas guidés, quand ils sont pas avec des personnes, quand ils passent de la préhistoire à l'ethno, ils se disent « Oh, regarde comment les gens ils vivaient avant ». Sauf que vraiment, c'est pas comment les gens vivaient avant, hein. C'est actuel, vraiment, ce qu'il y a aujourd'hui. Enfin, les masques Apo et moi, les masques Kanak dont tu parlais tout à l'heure, ils sont encore utilisés aujourd'hui. Donc, c'est pas comment les gens vivaient avant, c'est vraiment comment les gens vivent aujourd'hui, mais ailleurs dans le monde. Ça fait partie un peu des problèmes de la muséographie, de l'exposition permanente. Mais bon, après, elle a 10 ans, cette exposition. Elle est vouée à évoluer dans les prochaines années. Je reviens sur un point, enfin une petite question en plus. Moi, je me suis posé la question, est-ce que le fait que maintenant, tu vois, genre 2020, il n'y ait pas forcément d'objets ou de trucs tournés sur l'Europe, de salles, de lieux, ou qu'en tout cas l'Europe ne soit pas dedans, parce que là, moi l'image c'était quand même genre, j'avais l'impression que l'Europe montre les autres cultures, c'est pas incluant, c'est nous qui montrons, c'est nous qui dirigeons, et donc du coup, main qui donne, main qui dirige, ça renvoyait ça. Et on en discutait avec un collègue, il me disait ouais, mais est-ce que ça serait pas aussi le fait que à Toulouse, t'as des musées qui sont 100% culture européenne, culture occitane. Je sais pas, en ce moment il y a une exposition sur les Wisigoths, et je me disais est-ce que les musées entre guillemets ou les muséums, ils ont un peu aussi des lignes directrices qui vont faire, je sais pas si directrices ou éditrices en fonction de ce qui se fait aussi dans leur milieu, de tiens, à côté de nous il y a déjà un musée sur l'Occitanie, donc nous on va peut-être pas forcément miser là-dessus, mais plus miser sur je sais pas, l'Afrique du Sud, ou c'est pas du tout ça. Pourquoi on parle juste des choses qui sont en dehors de l'Europe dans ce muséum-là? C'est vraiment parce que c'était la ligne directrice au moment où il a été créé, de montrer les autres comment ils vivent ailleurs. Après, il y a d'autres musées où on va parler spécifiquement de l'Europe. Il y a le Mucem à Marseille qui est un muséum d'ethnographie, mais on parle des cultures européennes. Donc aujourd'hui, il y a quand même des musées ethno où on parle d'ici. C'est juste là, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas ça au muséum à Toulouse. Yep. Du coup, sur la salle là dont tu parlais, il y a un écriteau justement à l'entrée où il y a quand même des choses qui sont affichées pour justement éviter que quand même les gens ne se fassent avoir sur c'était les préhistoires il y a 5000 ans, mais en fait non, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose d'aujourd'hui.
Ça m'a posé une question parce que un des textes qui est introduit, du coup, je me permets de lire un petit bout. T'as genre ils, donc c'est les objets des collections qui vont être présentés, sont le reflet du passé historique de la France et des liens tissés avec ses anciennes colonies, mais aussi le fruit de collecte de l'époque des grandes explorations scientifiques. Ces ensembles encore inédits doivent être perçus comme des témoins universels et pour la plupart encore actuels de l'humanité et non comme un instrument d'une vision occidentale sur des sociétés primitives. Ça m'a questionné sur le côté les liens tissés avec ses anciennes colonies. La France a été un empire impérialiste, a détruit, spolié, etc. Mais la formule me paraissait quand même un petit peu sympathique. Il y a un moment, ça parle genre de colonisation douloureuse dans une autre exposition. C'est le seul terme péjoratif que j'ai trouvé et que je trouve pas très fort. Qu'est-ce qui fait que ce thème-là, ce mot-là, en tout cas, est peu abordé et le côté violence, exaction qu'il y a derrière? Est-ce que c'est une forme de tabou? Est-ce que c'est une forme, c'est historique? On est en mode, on est un musée, on fait pas de politique? Alors déjà, effectivement, il y a clairement quelque chose de l'ordre du politique. On est un muséum qui appartient aussi à Toulouse Métropole et on a un vrai devoir de réserve. On nous le rappelle de manière régulière en cette période de municipale. Et on a aussi, en fait, c'est pas forcément. Je pense que cette salle-là est pas forcément le lieu pour parler que de colonialisme. Je pense que quand on fait une visite, on en parle, mais c'est aussi une manière d'exposer les objets plutôt que d'expliquer l'histoire des objets. Et il y a eu une exposition temporaire il y a quelques années au musée qui s'appelait Les Saventuriers. Grand nom d'expo. Et Les Saventuriers, en fait, ça racontait l'histoire du muséum. Et du coup, là, pour le coup, c'était les 150 ans. Et on a beaucoup plus pointé du doigt comment les objets avaient été récupérés, qu'est-ce qui avait été fait aux expositions universelles, la colonisation, et c'était beaucoup plus fort. Mais là, il y avait vraiment cet espace-là qui était dédié à ça et à l'histoire du musée. En fait, la salle d'ethno, elle est là et en fait, ça fait partie effectivement, ça fait partie de son histoire, comment ces objets ont été récupérés. Mais en fait, on a aussi envie de mettre en avant les objets et à qui ils appartiennent, comment les gens s'en servent, en ayant vraiment une idée de qui utilise ces objets plutôt que comment on les a récupérés. En fait, il faut aussi se sortir un peu de ça et je pense que là, c'est aussi l'idée dans la salle. On en parle, c'est important, ça fait partie de l'histoire de ces objets, mais derrière, on a envie de se pencher sur les objets en tant que tels. Je pense que c'est comme ça qu'ils l'ont réfléchi. Et pour le coup, dans l'expo Saventurier, on en parlait vraiment plus et moi, j'ai été étonnée quand même de voir un peu le recul qu'ils ont pu avoir sur leur histoire et sur comment tous ces objets ont été récupérés, le pillage. Enfin, il y a des choses un peu folles dans les réserves du muséum, on s'en rend pas compte. Il y a des pots de tatouages maoris. Enfin, il y a des choses qui aujourd'hui nous paraissent compliquées. Et ça, c'est une vraie problématique au muséum de Toulouse comparé à d'autres musées comme le Quai Branly et le musée de l'Homme à Paris. C'est qu'aujourd'hui, tous les objets, donc même tous les objets des réserves, sont accessibles directement sur Internet. Donc, il y a des sites entiers avec tous les objets qu'on peut repérer. Et donc, ça demande, en fait, des personnes demandent la restitution des objets. Un des grands arguments du directeur de Toulouse, du muséum de Toulouse, c'était de dire, oui, mais aussi, ils demandent pas. Mais c'est aussi parce qu'ils savent pas que ces objets sont là. Et comme on n'a pas de site qui répertorie tous les objets, c'est facile de dire qu'ils savent pas. On sait pas d'où ça vient. Autre question, pour continuer un petit peu sur ça. Les expos temporaires, qui les met en place? Ça dépend. Il y a deux types d'expositions. Il y a des expositions temporaires que le muséum va acheter directement. Par exemple, l'exposition Extinction en ce moment est louée en fait par le muséum de Toulouse. Elle a été créée au British Museum. Ensuite, elle est allée à Porto et aujourd'hui elle est à Toulouse. Ça, c'est une expo qui a été faite telle quelle, qu'on reprend et qu'on positionne. Alors que l'exposition Magie qui va arriver l'année prochaine, donc la prochaine exposition temporaire, et l'exposition d'avant qui était Île de Pâques, sont des expositions qui sont créées par le muséum et donc là par toutes les personnes qui sont muséographes, qui récoltent les objets. En fait, il y a beaucoup d'objets qu'on a déjà dans le musée, il y a des objets qu'on va demander, donc on va faire des prêts à d'autres musées. Par exemple, pour l'île de Pâques, il y a le muséum de Bruxelles qui nous a prêté un moai, etc. Donc ça, il y a des prêts. Et aujourd'hui, il y a plus vraiment, on va pas forcément envoyer des personnes sur le terrain pour récolter des objets. Okay. On va plutôt récupérer des choses qu'on a déjà, faire des moulages ou demander des prêts à d'autres musées. Par contre, effectivement, il y a aussi le musée. Là, en ce moment, il y a l'exposition dossier
dossier Amazonie, pardon, Oka Amazonie, je sais plus comment elle s'appelle, qui est là une expo qui a été créée par le muséum aussi, qui est très importante et qui, pour le coup, là, il y a des objets qui ont été ramenés par l'ethnologue du muséum qui a fait une mission au Brésil il y a quelques années et encore pas assez à son goût. Elle aurait voulu qu'il y ait plus d'objets qui soient exposés, mais là, on a exposé d'autres choses puisque le muséum s'est concentré sur la Guyane. Et donc voilà, mais en fait, il y a pas beaucoup d'objets dans cette exposition. Il y en a quelques-uns et après, c'est beaucoup des explications, il y a beaucoup de maquettes et après, il y a des animaux naturalisés. Ouais, c'est de la description. Ouais. Bah, du coup, c'était pour arriver à parler de cette exposition-là, la dernière là dont tu traites, où en tout cas, moi, j'ai vu vraiment dans le traitement des choses qui sont mises en place, j'ai vraiment eu l'impression ok, il y a des trucs vraiment, ça date de 10 ans. Il y a des choses qui sont plus contemporaines et un peu progressistes. Je te prends 2 exemples de 2 expos. Ça va faire cliché, c'est vraiment la plus belle que j'ai vue. Francis Duranton, si tu m'entends, franchement, fais quelque chose pour cette phrase. Dans la fameuse salle d'ethnographie, sur Donner la vie, il y a écrit « C'est un choix individuel en Occident, surnataliste sur d'autres continents. Donner la vie n'a pas le même sens pour l'Africain, l'Indien, le Suédois. » Je me suis dit, bon, l'Africain, déjà, il n'existe pas, c'est un continent. L'Indien, manque de peau, il tente de parler des Premières Nations des Amériques, donc pas des gens qui vivent en Inde. Et pour l'Europe, ils n'ont pas pris un Portugais ou une bonne Portugaise avec un petit teint méditerranéenne, mais un ou une Suédoise, parce que vraiment, ça fait cliché. Mais à l'inverse, sur la dernière exposition que tu cites, il y a une phrase, j'étais ah ouais, mais là, les gens se sont chauffés. Les peuples autochtones ont développé au fil des siècles une connaissance fine de leur environnement. La plupart vivent en parfaite autonomie dans et avec leur milieu, sans l'apport de technologies modernes ou de systèmes monétaires, ce qui est une garantie de survivance en cas de crise systémique. Dans la dernière phrase, on a le côté remise en cause de la technologie et du système monétaire, qui pour moi, c'est pas des idées anodines, des idées faibles. Du coup, il y a vraiment plusieurs endroits où j'ai vu différents discours. Qu'est-ce que ça traduit pour toi ? Ah non, mais déjà, il faut vraiment se rendre compte que la première phrase a été faite au moment de l'exposition permanente il y a plus de 10 ans. Ah oui. Et l'expo Oka Amazonie a même pas 6 mois, quoi. Donc vraiment, il y a une question de temporalité qui est vraiment différente dans comment on appréhende ça. Ensuite, c'est des personnes qui se sont vraiment penchées sur la question de l'Amazonie, puisque l'exposition Amazonie se focalise exclusivement sur les personnes qui vivent en Amazonie et pas sur la forêt en tant que telle. Clairement. Et donc voilà, donc ça c'est intéressant. Et voilà, et en fait, elle est hyper intéressante cette exposition. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'elle permet aux gens de se rendre compte que, en fait, les personnes qui vivent en Amazonie, elles sont pas totalement reclus sur elles-mêmes. Et en fait, elles vivent dans un monde globalisé. Et dans ce monde globalisé, il y a plein de mobilité, il y a des échanges, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui traversent. Et donc tout ça, ça va créer des échanges qui vont faire que, en fait, oui, aujourd'hui en Amazonie, on peut porter une coiffe et des baskets Adidas et avoir un smartphone à la main, mais en même temps, en fait, continuer à faire culture. Et c'est vraiment ça aussi qui est intéressant. Et après, forcément, sur toute la question de la Guyane, aujourd'hui, il y a quand même aussi tout le côté sur la montagne d'or où le muséum se positionne. Ah, clairement. Il se positionne pas clairement, mais ils disent qu'à un moment, il faut faire un choix entre l'économie et la nature. Je pense que c'est assez clair comme directive, quoi. Donc, Et puis, c'est pas tous les lieux publics de la mairie de Toulouse où tu peux avoir un panneau de 3x2 qui ne prend pas forcément parti de l'un ou l'autre, mais t'explique une vision capitaliste et une vision qui ne l'est pas, et qui dit il y a un enjeu, tu vois. Voilà, et positionnez-vous. Ouais. Là, ah ouais. Oui, et puis même en fait sur le fait que la Guyane soit aujourd'hui encore française et qu'elle soit pas décolonisée quand même, moi c'est une des premières fois où j'ai pu en parler avec le public en fait c'est pas pour rien si aujourd'hui la Guyane elle est encore française. Il y a aussi tout l'or qu'il y a dans les sols, il y a aussi plein de choses qui s'y passent, et il y a aussi des autochtones et des gens qui aujourd'hui revendiquent leur culture, leur langue, leur manière d'être au monde, et qui du coup se battent pour leur terre. Et du coup c'est hyper intéressant aussi de s'intéresser à ces personnes-là, et il y a aussi toute une partie où il y a des entretiens de personnes qui vivent en Guyane, et ça c'est vraiment important. On le dit jamais assez dans un muséum, mais c'est vraiment les personnes qui y vivent qui sont les mieux concernées pour vous parler d'elles, quoi. Du coup, c'est hyper intéressant qu'il y ait aussi des gens qui nous parlent, juste. En plus qui parlent, et en plus c'est là où je me disais c'est vraiment frappant pour moi entre ce qui date d'il y a 10 ans et ce qui date de maintenant. C'est que par exemple, tu vois, dans ce cas-là, il y a un écriteau de ok, pourquoi on fait la démarche de faire parler le sujet des études. On voit les personnes, de ce que je vois des images, ça correspond avec le discours que tu me dis, où on voit des personnes qui sont en mode on a notre habit traditionnel, mais on voit des gens, vas-y, j'ai 20-25 ans, j'ai un téléphone et j'ai un maillot Jordan Chicago Bulls.
Et en plus, du coup, c'est noté, il y a l'effort de on va interviewer des gens, mais comment est fait l'interview? C'est écrit, on passe par telle association qui va être mise en place. On laisse le choix dans la langue, et si il y a le fait que ça soit pas en français, mais en une langue officielle française, il y a tout un paragraphe quand même là-dessus, autochtone, et va y avoir un ou une interprète qui sera aussi de là-bas. Et donc du coup, ça va vachement plus loin dans les démarches. Et pour moi, là où je me dis ça, je trouve que ça marche, c'est qu'en plus la Guyane, même si les gens le voient très loin et ont du mal, c'est français, qu'ils le veuillent ou non, c'est français, et c'est actuel. Du coup, par rapport à d'autres endroits où tu disais la démarcation entre ce qui se passait avant et non, ça existe, ça marche, et celle-là, en tout cas pour moi, est représentative de tous les travers et tous les rapports de domination. Vraiment, dans celle-là, ça y est pas, et il y a tout un taf qui est mis en avant. Et puis en plus, ça a été un gros travail aussi en amont pour le coup on a eu des réunions pour parler de est-ce qu'on dit amérindien, est-ce qu'on dit autochtone, est-ce qu'on dit en fait on s'est mis d'accord sur les mots qu'on pouvait utiliser et ça c'est hyper intéressant. En fait la plupart des médiateurs du muséum ont des cursus scientifiques dits naturalistes, en tout cas plutôt sciences dures, etc. Et donc ils ont plus l'habitude de parler des insectes, machin, et plutôt que des cultures humaines. Et donc ça a été un travail aussi important avec les personnes qui y travaillent de voir quel terme on pouvait utiliser, qu'est-ce que ça voulait dire être amérindien aujourd'hui, qu'est-ce que ça voulait dire exotiser une personne ou les idéaliser, parce que il y avait aussi certains médiateurs qui idéalisaient complètement les personnes qui vivaient en Amazonie comme des personnes qui étaient restées dans leur état parfait, en état avec la nature, en osmose totale. En fait, aujourd'hui, c'est quand même plus complexe que ça. Il faut pas non plus totalement idéaliser. Ça reste quand même le mythe du bon sauvage, et il faut faire attention à ça. Et on en a parlé avant l'exposition, et ça, c'était vraiment génial, quoi. Il y a eu un vrai travail là-dessus. Beaucoup de pensées, on va dire, je sais pas, anarchistes, altermondialistes, etc., qui remettent en cause, on va dire, le côté gouvernance, se tournent. En tout cas, il y a eu des grandes vagues, des siècles qui se sont tournés vers les façons de vivre des populations non européennes, et justement avec ce côté, mais regardez, il n'y a pas de chef, regardez, il n'y a pas de ceci, en idéalisant à mort, mais donc du coup, c'est pas rabaissant, mais voilà, avec ce mythe du bon sauvage qui peut être, on a une démarche où à l'origine on veut aider, on trouve ça chouette, mais finalement on retombe dans les mêmes mécaniques et les mêmes travers. Je voulais revenir sur un point, t'en parlais juste avant. Comment on tourne ça, comment on déconstruit ça? Là, tu parlais du vocabulaire, mais dans les formes, comment on fait attention à ça et on déconstruit ces rapports de domination concrètement quand on est avec des groupes d'enfants? Y a des visites qui ont été créées spécifiquement pour les enfants, et notamment dans Oka, où il va y avoir plutôt de l'explication du mode de vie, de l'habitat, et en fait faire un peu le parallèle sur comment les enfants ils vivent là-bas, comment les enfants ils vivent ici, et montrer qu'en fait il y a pas une manière il y a pas de manière mieux que d'autres, c'est juste deux manières différentes d'être au monde. Et du coup ça on le met vachement en avant dans les visites, et les enfants ils sont super intéressés par ils vivent là-bas, et en fait vraiment avoir un peu un mode de comparaison sur comment tu dors, comment tu te déplaces, comment tu vas à l'école, des choses en fait qu'ils font dans leur quotidien, et du coup ils peuvent un peu mieux le comprendre. Et après il y a en fait des comment on appelle ça, des parcours de visite, des grandes lignes de visite qui sont écrits par des personnes, et après tous les médiateurs l'ont, et du coup après tu l'apprends, et du coup t'as un peu cette idée de on dit autochtone, on dit ça c'est mieux si tu le dis comme ça. Après tout le monde fait pas l'effort comme moi je peux le faire en visite. Moi c'est sûr que je prends vraiment des pincettes à chaque fois que je dis un mot, je dis dit traditionnel ou dit contemporain, pour vraiment mettre vraiment pas, enfin voilà, pour pas dire que toutes les sociétés sont traditionnelles, ça voudrait dire que nous on est moderne, c'est déjà s'éloigner. Donc voilà, il y a vraiment, moi je fais attention, il y a d'ailleurs qui font moins attention. En tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on a eu des lignes directives avec des visites qui sont déjà écrites, des grandes lignes de visites qui sont écrites, donc avec du vocabulaire, etc. Et après il y a des visites qui ont été créées pour les enfants spécifiquement aussi, avec donc là l'outil ça a vraiment été le mode de vie. Voilà, après ça dépend aussi de l'âge, quoi. Ça, on fait des visites de la crèche jusqu'à la terminale, donc Non, parce qu'en vrai, ce que tu dis, moi, j'y vois un enjeu où, tu vois, genre, quand j'y suis allé, du coup, pour le revisiter, t'avais une exposition qui se passait à côté, et vraiment, quand la personne parlait, vu que moi, j'y allais vraiment en mode, je vais fouiner, je vais préparer le sujet, je vais voir. Je me dis, putain, mais une phrase sur deux, quand tu parles, il y avait des enfants, des adultes, pas stress, mais t'es en mode, vraiment, je vais faire attention à ce que je dis, parce que le moindre mot dans ce contexte-là, c'est pas une discussion de, on est le soir entre potes, et pardon, j'aurais pas voulu dire ça. Donc, tu disais, voilà, le côté traditionnel, comment poser des questions, comment aborder. Genre, exemple qui m'a tué, c'était vraiment genre
La personne qui était en train de faire la visite était devant trois crânes, donc c'était en mode l'exposition Extinction. C'était pour apporter du contenu sur l'origine de l'humanité, et en plus c'était vraiment le truc derrière, c'est regarder, en fait, il y avait à un moment plusieurs races d'êtres humains, tu vois, scientifiquement, et nous on est même un mélange de ça alors qu'on ne le pensait pas. Donc c'est genre vraiment très intéressant. Et elle commence par alors aujourd'hui selon vous il y a combien de races d'êtres humains, tu vois. On sait qu'il n'y en a qu'une, mais je me dis, question pour les enfants, tu vois. Et au lieu de donner un chiffre, direct, elle reprend la première personne qui parle. Non. Alors, même les personnes de couleur sont aussi de la même race que nous. Et où je me disais, c'est bien parce qu'il faut le redire, il faut le déconstruire. Mais du coup, le côté enfant fait qu'entre guillemets, on va mettre les pieds dans le plat. Enfin, eux vont le mettre. Et comment nous, justement, toi, tu disais comment être garante de, par tout ce travail de vocabulaire, faire en sorte que ça véhicule pas. Ouais, en fait, c'est ça. En fait, de toute façon, quand on fait une visite, moi, je pense que le vocabulaire, ce qu'on dit, comment on va le dire, il va y avoir un vrai enjeu derrière. Ça, c'est une réalité sur ce que, en fait, quand t'as un gilet du muséum et que tu fais une visite, t'as une vraie posture, et donc, en fait, t'as un peu une posture de sachant, et donc les gens vont t'écouter, et des fois, on vont pas te remettre en question, et donc, il faut faire attention à ce que tu dis et comment tu le dis, et surtout sur des sujets comme ça. La dernière salle, effectivement, de l'exposition Extinction, elle est hyper intéressante pour ça, pour un peu déconstruire aujourd'hui la question de racisme, dire que il y aura du racisme tant qu'on considérera qu'il y a des races, mais en fait aujourd'hui il n'y a pas de race, puisqu'en fait on est nous-mêmes un métissage de plusieurs races, et donc voilà, en fait c'est juste aussi un peu montrer un peu du doigt les racistes et dire allez, même scientifiquement ça tient pas la route de votre histoire. Et du coup je pense que c'est ça que la médiatrice a voulu faire à ce moment-là, et c'est intéressant aussi puisque c'est une manière de se positionner, et les enfants participent, et ils sont aussi à leur moment de leur apprentissage où ils ont envie de dire des trucs et tout ça, et donc c'est aussi intéressant de les faire participer, quoi, je pense. De ouf. On arrive à la fin des questions ou des thèmes que je voulais aborder. Avant de te poser la dernière, est-ce que toi, il y a un sujet sur lequel tu dis, mais il m'a vraiment pas posé de questions alors que c'est méga important, il est vraiment à côté et que tu vas aborder? Tout à l'heure, il y avait un truc et puis j'ai oublié forcément. Ok. Avant de conclure, on a beaucoup parlé de la démarche qu'il y avait derrière. À l'inverse, quel conseil tu donnerais aux gens qui viennent visiter ce muséum pour ne pas qu'ils tombent dans des postures de rapport de domination? Je pense que c'est un peu à chacun de se poser cette question-là et de se dire si j'y vais, c'est déjà que je suis sensibilisée à juste j'ai envie de visiter quelque chose, j'ai envie de voir un truc culturel, et donc j'y vais. Je pense que quand tu te balades devant tous les animaux, devant les plantes, tu te poses pas la question, et que quand tu arrives dans l'espace avec tous les objets, tu peux te poser la question. Après, en vrai, des rapports de domination quand tu visites, je suis pas sûre que tu les mets en place. En fait, c'est juste quand tu es sensibilisé et que tu te rends compte, c'est déjà un énorme pas. Si tu te rends compte qu'en fait cet objet, en fait, il nous appartient pas, en fait, il a été pris à cette époque-là, et en fait, il y a une question de la restitution qui se pose derrière, c'est déjà un grand pas. Aujourd'hui, on ne demande pas aux gens de se culpabiliser ou de dire aux personnes il faut rendre cet objet, enfin à part si t'as vraiment envie de faire rentrer dans cette lutte là, mais je pense que ça sert à rien de se mettre dans un truc de culpabilisation énorme quand tu vas visiter le muséum. Si toi t'en as conscience, c'est que déjà en fait t'as pris un pas de recul sur en fait comment on te présente les objets tels quels, quoi. Je pense que c'est déjà une bonne chose, quoi, se rendre compte que chaque objet a une histoire, et que à partir du moment où tu la connais, t'en as une sorte, le muséum en a une responsabilité. Merci pour ce conseil. Je me permettrai de réaffirmer, n'oubliez pas les 2 premiers points de la discussion pour bien comprendre ce conseil, où il n'était pas forcément question de racisme, de je suis un blanc et je vais voir des œuvres de personnes qui ont été volées non blanches. C'était pas du tout la question, c'était je suis une personne occidentale, donc en Occident et en France et à Toulouse, il y a de toutes les couleurs, et je vais voir des choses qui proviennent d'anciennes colonies. Et merci beaucoup à toi. Avec plaisir. D'avoir joué le jeu, et à une prochaine fois. C'était le 2e épisode de Pas si rose, le podcast éphémère sur la vie toulousaine. Si comme moi tu as encore trouvé cette conversation beaucoup trop courte, je te conseille d'aller voir sur YouTube la conférence de Francis Duranton, conservateur en chef et directeur du Muséum de Toulouse, sur l'histoire de ce dernier. D'aller directement au muséum pour te faire ton avis, et si tu es vraiment motivé, de lire plusieurs ouvrages, celui de David Graeber pour une anthropologie anarchiste, celui de Francis Dupont-Derry et Benjamin Pillet sur l'anarcho-indigénisme, et de Glenson Coulter, Peau rouge, masque blanc contre la politique coloniale de la reconnaissance. Pas si rose est un podcast indépendant et autoproduit que tu peux retrouver tous les mardis sur YouTube, Spotify, Deezer, Podcastic, Ocha, et j'en oublie sûrement. Sur la plateforme d'Ocha et de YouTube, tu pourras retrouver dans la description
toute la sourcographie de cet épisode, les conseils de lecture pour aller plus loin. Merci pour l'écoute et à la semaine pro.